Alors, je passe maintenant à la transplantation hépatique. Une première étude qui est une étude tricentrique entre Montpellier, Lyon et Toulouse. Alors, c'est un débat. Vous le savez, aujourd'hui, la maladie du foie liée à l'alcool, si on regroupe l'alcool pur, le carcinome hépatocellulaire, parfois un peu de virus C, c'est quasiment 50% des patients en France. Et certains pensent qu'il faut un suivi addictologique qui d'ailleurs commence en pré-greffe. C'est ce qu'on fait à Montpellier. D'autres n'en ont pas ou se posaient des questions sur l'intérêt. C'était justement ce qui se passait chez nos collègues de Lyon et Toulouse. Et on a combiné les deux. Un peu plus de 600 patients répartis en deux groupes selon le suivi addictologique. 190, c'était les Montpelliérains qui avaient ce suivi, un peu plus de 420 qui n'en avaient pas. Ensuite, on a fait un score de propension parce que bien sûr, il y avait des différences et on s'est retrouvé avec 165 patients dans chaque groupe. Et clairement, sur le critère principal qui était la rechute sévère, celle qui va avoir un impact, notamment lorsqu'on dépasse les 5 ans post-greffe, tant en termes de survie du greffon, il y a de la cirrhose, que complications cardiovasculaires et cancer, c'est le groupe qui avait un suivi addictologique, ce qui veut dire que on doit maintenant essayer d'intégrer, si possible, partout dans nos centres, ce suivi addictologique qui doit débuter avant la transplantation. Alors, l'autre sujet, beaucoup de communication ACLF3. On ne va peut-être pas passer là le temps pour savoir si c'est du diagnostic, du pronostic. Moi, j'ai plutôt la conviction que c'est un très bon score pronostic et on sera tous d'accord pour dire qu'une cirrhose décompensée qui accumule les défaillances d'organes, c'est ça de la CLF, elle a un pronostic de survie à court terme qui n'est pas bon et notamment lorsqu'on arrive à la CLF3, il y a au moins 3 défaillances d'organes. On va avoir des patients qui ont des risques de mortalité qui sont proches de 80% à 1 mois et 3 mois et que donc la seule solution qu'on va avoir, c'est la transplantation. Et évidemment, se pose la question de la futilité de la transplantation. Et ce point-là, il est encore plus aigu depuis 2 ans. Parce que 2020, c'est moins 19% de transplantation hépatique en France à cause de la pandémie Covid. Ça s'est retrouvé en 2021. Et là, 2022, avec ce qu'on vit dans les fermetures de lits, ça va y ressembler fortement. Donc, bien sûr que cette futilité, elle devient une discussion quotidienne dans les centres de transplantation hépatique. Donc là, on a un papier de Strasbourg. C'est la plus grande séance monocentrique. C'est Thierry Arsner qui coordonne cela. C'est lui qui l'a présenté, même si c'est le docteur Michard qui était le présentateur. Ils ont identifié des patients à partir de 2007. Et ce qui est important, c'est qu'à partir de 2015, ils ont utilisé un score dit de futilité, justement, qu'ils ont d'ailleurs publié il y a 2 ans dans American Journal of Transplantation, où, en fonction du taux de lactate, de la présence d'une ventilation mécanique, d'un âge supérieur ou inférieur à 53, du taux de leucocytes, ils définissent les patients qui, s'ils sont transplantés, n'auraient un taux de survie après la greffe que de 9%, donc ils seraient futiles. Donc ça, c'est passionnant parce que cette étude, elle regroupe 2 époques, 2007, 2015 et puis après. Donc vous voyez qu'il y a eu 91 patients transplantés en ACLF3. On regarde la survie à 3 ans. Si on regarde le résultat brut, 66% de survie dans le groupe ACLF3. On dit, les enfants, il faut peut-être que vous revoyiez votre stratégie. Sauf que, premièrement, le nombre de patients référés au centre de Strasbourg, le réseau régional qu'ils ont mis en place, il a augmenté avec le temps. Et donc, ils ont acquis l'expérience de prise en charge de ces patients. Et vous savez que la CLF3, il y a à la fois le diagnostic de J0 et il y a la réévaluation de J2J3. Et celle-là, il vaut mieux que ces 3 jours, ils se soient passés dans une réanimation qui connaît bien ces cirrhotiques décompensés. Et deuxièmement, à partir de l'implémentation du score TAM, de ce score de futilité, regardez, la survie, elle est passée de 43 à 83%. Donc oui, on peut transplanter des patients en ACLF3, mais attention, il va falloir qu'on applique, alors ce score, peut-être d'autres vont venir, sûrement, mais qui permettent de définir, attention, là c'est trop tard, il ne faut pas y aller, c'est futile. Et puis l'autre point, c'est une étude américaine où là, ils ont regardé à partir de registres UNOS plus de 4800 patients en ACLF3. Ils ont défini le listing précoce chez les patients qui avaient été listés dans les 7 jours qui suivaient le diagnostic d'ACLF3 et le tardif, c'était 8 à 28 jours. Voyez le diagramme, vous aurez le temps de le détailler. Et clairement, là où la survie était la moins bonne, c'était les patients qui avaient été listés un peu plus tardivement, et notamment ceux qui étaient au-delà de 3, c'est-à-dire 4, 5, 6 défaillances d'organes. Alors, il y a eu une discussion d'ailleurs sur cette présentation parce qu'on n'avait pas l'explication. Ce sont des études de registre. Pourquoi ils ont été référés au tôt, tard, on ne sait pas bien. Ce qui est sûr, c'est que pour tous les centres qui font de l'hépatologie et qui maintenant sont habitués à faire ce diagnostic de défaillance d'organes, lorsque vous commencez à enclencher le nombre de défaillances d'organes, et probablement dès le ACLF2,
Je pense que la bonne précaution aujourd'hui, c'est de contacter le centre de transformation hépatique et de référer ces patients au plus tôt parce que manifestement, ça va avoir un impact sur la survie si on décide de greffer ces patients. L'autre sujet est peut-être un peu plus spécialisé, mais je crois qu'il est important aussi de le montrer ici. Tout le monde sait qu'on met des traitements immunostresseurs à nos patients, que la colonne vertébrale, c'est le tacrolimus, ça inhibe la calcinurine, qui est un transporteur qui permet d'allumer les signaux immunitaires, c'est donc un inhibiteur de l'immunité cellulaire. Et dans cette étude espagnole multicentrique, qui regarde les patients qui ont survécu plus d'un an, ils avaient tous du tacrolimus. Ils les ont appariés à des contrôles. Ensuite, ils ont fait un équivalent de propension. Ils ont défini 4 niveaux d'exposition au tacrolimus. Il manque le S. L'exposition forte, qui est celle, on va dire, qui était la recommandation du laboratoire il y a encore quelques années. L'exposition classique, et ça correspond en fait à des cibles de tacrolémie qui sont mises sur le petit tableau à droite. Lorsqu'on décide de minimiser, et puis lorsqu'on minimise de façon agressive, c'est-à-dire qu'on fait une petite pincée, si je puis dire, de tacrolimus. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment, en plus, la présentation et l'outil graphique qu'ils ont utilisé lors de la présentation était merveilleux. Bah, vous avez en bleu ciel les gens qui avaient une minimisation agressive, vous avez un risque relatif de développer un cancer qui est vraiment faible. Et vous voyez comme ça augmente progressivement avec le niveau d'immunosuppression. Et à droite, là, l'exposition forte, vous avez une augmentation vraiment des cancers. Alors bien sûr, chacun a sa propre histoire naturelle. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, qu'on a d'ailleurs commencé à appliquer. Et il va falloir qu'on freine de plus en plus chez nos patients qui sont de plus en plus âgés. On a beaucoup de patients avec des maladies d'alcool, donc qui sont déjà immunodéprimés au moment où on les transplante. Attention, ne pas forcer sur le tacrolimus parce que clairement, les cancers au-delà de 5 ans, c'est la première cause de mortalité après la greffe de foie. Et puis, ça, on était bien content d'avoir ça, cette maladie, on en parle, qui l'a vu quand on a dit autour de nous, je me souviens, Stanislas Paul a dit, oh, bah, moi, ça doit faire 5 ans que j'en ai pas vu. Nous, on en a vu un, donc très peu de notions. Et donc là, une étude canadienne faite à partir de registres UNOS, 96 patients avec un diagnostic de carcinome fibrolamellaire, avec un âge de 26 ans moyen, c'est un cancer du jeune. En général, il n'y a pas de cirrhose sous-jacente, il n'y a pas vraiment de sexe ratio, il y a un peu plus de femmes. Ils ont regardé parmi ces 96, les 72 qui ont été inscrits sur les attentes. Et là, la bonne manière de faire, c'est de faire une survie en intention de transplantation à 5 ans. Elle n'était que de 55%. Ça veut dire que pendant la période d'attente, il y a des patients qui sont sortis de la liste. Et puis finalement, ils en ont transplanté 69. Et première information, sur le foie natif, il n'y en avait que 55 qui avaient un diagnostic de carcinome fibrolamellaire. Ils n'ont malheureusement pas dit ce qu'il y avait, mais on peut imaginer qu'il y avait de vrais CHC très très bien différenciés. Il y a peut-être que l'adénome transformé. Entre parenthèses, ça va remettre sur le tapis la nécessité d'avoir de l'histologie, notamment lorsqu'on va envoyer quelqu'un à un centre de greffe. Toujours est-il que la survie globale après la greffe, c'est pas super, c'est 62%. Je vous rappelle que quand on a la survie du carcinome hépatocellulaire en France depuis qu'on a le score AFP, on est plutôt largement au-dessus de 70%. Et quand on regardait la survie sans récidive, on tombait à 47%. Et la droite, c'est le miroir, l'incidence cumulée de récidive post-greffe. Donc clairement, ce n'est pas une super indication de transplantation. Personne aujourd'hui n'a d'outils de traitement néoadjuvant ou adjuvant. Voilà, c'est à reconsidérer, c'est du cas par cas et ça nous a paru important de vous montrer cette étude.